Bonjour à tous et bienvenue dans Transmettre et réussir, le podcast qui accompagne les dirigeants vers la transmission de leur entreprise. Je suis Louis Ménard et aujourd'hui nous allons parler d'un concept que je considère comme absolument fondamental avant toute négociation de cession, le BATNA. Et moi c'est Caroline. Louis, le BATNA, c'est un acronyme qui revient souvent dans vos conseils aux dirigeants. Mais pour nos auditeurs qui découvrent le terme aujourd'hui, c'est quoi exactement ? Alors, BATNA, ça vient de l'anglais « Best Alternative to a Negotiated Agreement ». En français, on dit « l'AMAN », la meilleure alternative à un accord négocié. En clair, c'est votre plan B. C'est ce que vous ferez concrètement si la négociation en cours échoue. Donc c'est une sorte de filet de sécurité. Exactement. Et en transmission d'entreprise, ce filet de sécurité, il est absolument vital. Parce que vendre son entreprise, c'est un marathon émotionnel. La peur de l'échec, le poids des années de travail, la pression du temps, tout ça peut pousser un dirigeant à accepter des conditions médiocres. Le BATNA, c'est ce qui vous évite ça. Et attention, parce que j'imagine que beaucoup de gens confondent le BATNA avec le prix de réserve qu'ils acceptent pour leur entreprise. Oui, c'est une erreur classique. Ce sont deux choses très différentes. Votre prix de réserve, c'est le plancher en dessous duquel vous ne vendez pas. Votre BATNA, c'est ce que vaut réellement votre meilleure alternative si vous ne vendez pas du tout. Et parfois, le BATNA dépasse largement ce que le repreneur vous propose. Très bien. Alors justement, comment on construit son BATNA concrètement ? Parce que je pense que c'est là où beaucoup de dirigeants ne savent pas par où commencer. On travaille en 4 étapes. La première, c'est de lister toutes les alternatives réalistes. Continuer à exploiter seul, passer le relais à un membre de la famille, recruter un directeur général, attendre un meilleur cycle économique, tout doit être mis sur la table. Et ensuite ? Étape 2. On valorise chaque alternative financièrement. Pas de façon vague, on chiffre. Combien ça rapporte, sur combien d'années, avec quelle probabilité. Étape 3. On intègre les facteurs non financiers, la qualité de vie, la liberté retrouvée, la fatigue, ça a une valeur aussi. Et enfin, étape 4. On détermine le prix de réserve. Il y a même une formule pour ça. Prix de réserve égale valeur du BATNA, plus une prime de risque, plus les coûts de transaction évités. C'est très structuré. Et ça change vraiment la posture en négociation ? Radicalement. Quand vous avez un BATNA solide, vous n'avez plus besoin de l'accord. Et celui qui n'a pas besoin de l'accord a tout le pouvoir dans la négociation. Vous pouvez vous lever de table. Et ça, le repreneur le sent. D'ailleurs, on ne révèle pas son BATNA à l'acheteur, j'imagine. Surtout pas. Du moins, pas directement. On l'utilise pour tenir sa position, pour négocier les clauses, les earn-out, les garanties d'actifs et de passifs. Mais on ne le dévoile pas. C'est une carte dans votre jeu, pas une carte à abattre d'emblée sur la table. Louis, est-ce qu'on peut illustrer tout ça avec un cas concret ? Parce que les chiffres, c'est toujours plus parlant. Absolument. Prenons le cas de Monsieur Dupont. C'est notre étude de cas Techinov. Il a 60 ans, il dirige une PME Tech. Un repreneur lui fait une offre, 1,5 million d'euros, mais dont 50% en earn-out, c'est-à-dire payé sous condition de performance future. Ah, ce fameux earn-out, c'est souvent là que ça coince. Exactement. Et sans BATNA, Monsieur Dupont aurait peut-être dit oui. Mais il a fait son travail. Son analyse montre que s'il recrute un directeur général à 150 000 euros par an, son entreprise continue de générer 400 000 euros de cash flow annuel. Et dans 3 ans, la revente est estimée à 2,5 millions d'euros. Donc son BATNA vaut bien plus que l'offre qu'on lui propose. Bien plus. En valeur actualisée, son BATNA dépasse les 3 millions d'euros. Alors il refuse l'offre à 1,5 million, il recrute son directeur général, et 2 ans plus tard, il vend Techinov à 2,8 millions d'euros, cash, sans earn-out. Sans BATNA, elle aurait signé trop tôt, et perdu combien ? Plus d'1 300 000 euros. Et encore, ça c'est sur le prix, sans compter le stress de l'earn-out, les incertitudes, les négociations interminables sur les objectifs. Le BATNA lui a sauvé sa transmission. C'est un exemple frappant. Et quels sont les pièges à éviter quand on construit son BATNA ? 3 grands pièges. Le premier, le BATNA vœu pieux. Se dire « je vais trouver un autre acheteur facilement », sans que ce soit réaliste. Deuxième piège, sous-estimer le coût réel de l'alternative. Recruter un DG, ça coûte. Rester dans l'entreprise encore 3 ans, ça a un coût personnel. Et troisième piège, souvent oublié, ne pas penser au BATNA du repreneur. Lui aussi a des alternatives. Si les siennes sont faibles, vous avez encore plus de levier. Donc la négociation, c'est vraiment un jeu à deux où il faut comprendre les deux côtés de la table. Précisément. Et c'est pour ça que chez Transmettre et réussir, on intègre le BATNA dès le début de l'accompagnement. Bien avant la mise en vente, bien avant les premières lettres d'intention.
Pour conclure, Louis, si vous deviez résumer le BATNA en une phrase pour nos auditeurs? Le pouvoir ne réside pas dans celui qui parle le plus fort. Il réside dans celui qui a le moins besoin de l'accord. Le BATNA, c'est ça. Transformer la négociation d'une situation de contrainte en une situation de choix. Et ce choix, c'est vous qui le faites. Magnifique. Merci Louis. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode de Transmettre et réussir. Si vous souhaitez construire votre BATNA avec l'accompagnement d'experts, rendez-vous sur transmettre-réussir.fr pour prendre un rendez-vous conseil gratuit. Et si cet épisode vous a apporté de la valeur, partagez-le autour de vous. Un dirigeant bien préparé, c'est une transmission réussie. À très bientôt. À bientôt tout le monde!